Bonsoir, Sybille Bon, Grimbert. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour cette aussi. maison d'édition Plein Jour que vous avez fondée en 2013 avec Florent Georgesco en lançant deux ouvrages, dont un livre de Sylvain Pathieu qu'on avait déjà reçu d'ailleurs pour un ouvrage jeunesse. Et vous vouliez justement que les auteurs aillent sur le terrain. Ça, c'est intéressant puisque c'est plutôt inédit. On parlera peut-être tout à l'heure du genre, de la narrative non-fiction. Mais racontez-nous déjà l'origine de cette maison d'édition et surtout votre envie de créer, de laisser place au terrain en priorité. Alors d'abord, mais sincèrement, je suis extrêmement contente que vous parliez de Sylvain Pathieu d'abord, parce que je trouve que je trouve que c'est un des meilleurs écrivains français d'aujourd'hui pour ses romans, et je trouve pour toutes les enquêtes qu'il a faites avec nous, il était tout aussi génial et il condense exactement ce que nous souhaitions avec Florent Georgesco, c'est-à-dire un talent narratif d'écriture absolument indiscutable et très singulier, et en même temps de l'enquête de terrain, puisque le premier livre qu'il avait fait avec nous, c'était sur PSA, et ça s'appelait Avant de disparaître. Et c'est une des premières personnes qu'on a été voir parce qu'on admirait énormément son travail. En fait, quand on a créé Plein Jour, ce qu'on voulait faire, c'était pas de roman, ce qui était singulier, parce que moi, je suis une romancière, mais surtout pas de roman, et uniquement de la littérature du réel, c'est-à-dire du, du génial journalisme au moment où il rejoint la littérature, ou de la littérature au moment où elle rejoint le journalisme, comme Sylvain Pathieu. Et en fait, on avait une figure emblématique très importante qui était Gita Sereni, qui est un auteur dont vous avez une des couvertures derrière vous, republié enfin, tout ce qu'on pouvait, et qui a ce truc génial, c'est-à-dire que elle va sur le terrain, elle interroge les gens, elle fouille comme je n'ai jamais vu personne fouiller ce que lui racontent les gens, très très profondément, avec un immense respect et une immense honnêteté. Elle arrive à en sortir des histoires totalement incroyables, et quand elle l'écrit, elle le monte, elle monte l'histoire, elle fait une vraie narration, un vrai récit avec ça, tout en étant absolument réel. Et ces sujets, par ailleurs, étaient passionnants, puisque c'était l'histoire de Marie Belle, une enfant qui avait tué d'autres enfants à 11 ans et qui avait été jugée comme une adulte en Angleterre, ou comme Les enfants invisibles derrière, où c'est des sujets qui s'est retrouvé être terriblement d'actualité aujourd'hui, ce qui m'a surprise, hélas, des enfants qui se prostituent volontairement. Et elle suit comme ça une douzaine d'enfants sur 3 pays, pardon, et elle va au fond des choses. Et ben ça, c'était exactement ce qu'on voulait faire avec Florent. Et c'est comme ça qu'on a créé Plein Jour, dans cette idée-là, et on l'a continué. Je peux durer des heures pour vous raconter l'histoire de Plein Jour si vous Oui, voulez. oui, oui, parce qu'elle est très intéressante, cette histoire, mais je reviens juste sur Gita Sereni. C'est aussi la spécialiste de livres, notamment sur les anciens nazis. Absolument. Elle fait figure de modèle, en tout cas dans les enquêtes journalistiques, dans les enquêtes qu'elle procure à travers ses livres. Et Nous, c'est on en un avait peu publié. l'autrice phare de votre catalogue. Donc, Oui, et en on avait effet, publié un livre formidable sur l'Allemagne d'après-guerre, sur comment ça s'appelait Dans l'ombre du Reich, sous-entendu ce qui reste après, et sur de très très après-guerre, et qui est sur espèce c'est plein d'articles, mieux que des articles, c'est de très longs textes sur les nazis, l'Allemagne nazie, etc. Et c'est vrai que c'est l'auteur phare. C'est mieux que ça, c'était une direction. Puis après, on a un peu changé finalement au fil du temps. Après, ça c'est plus récent, mais on s'est intéressé, si vous voulez, à l'histoire avec Omer Bartov, et qui est Anatomie d'un génocide, et qui est un immense historien américain, spécialiste de la Shoah d'une part, mais de l'Ukraine de l'autre, parce que ça se passe en Ukraine. Et ça nous a amené, enfin là vous voyez, je brode et je vous raconte tout, mais ça nous a amené à la Hongrie sous Orban. C'est-à-dire que petit à petit, on s'est développé sur des choses de plus en plus actuelles. Enfin, on est sur les deux pieds. L'histoire, des choses très très actuelles, des choses plus intimes,
quoi qu'il arrive, du moment que c'est réel. Je vous raconterai la Hongrie sous Orban plus tard. Je crois Oui, je pense qu'on peut peut-être commencer par justement les différentes collections, puisque la Hongrie sous Orban inaugure une nouvelle collection qui s'appelle Proche Europe et qui a pour but justement de parcourir les pays d'Europe centrale et de l'Est. Donc là, en effet, vous avez un nouveau pan qui s'offre à vous. Mais ce n'est pas uniquement cela, plein jour, c'est aussi des documents et des enquêtes et notamment la collection Les Immanquables, dont on parlera plus tard, puisque celle-là est pour l'instant en stand-by depuis 2017, euh, absolument. il me semble. Donc peut-être commençons par là sur les différentes collections que vous proposez, sur les différents pans d'ouvrages que vous Alors, publiez. de collection, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule différente du plein jour classique, qui est donc Proche Europe, qui va s'intéresser, c'est avec les gens du Courrier d'Europe centrale, puis de jeunes historiens, de jeunes docteurs, et qui va s'intéresser à effectivement toute l'Europe centrale. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est à la fois très triste au fond, mais ça a précédé ce qui s'est passé en Ukraine. On n'y avait pas du. Mais évidemment, alors, on va avoir plein de textes là-dessus. On a eu la Hongrie sous Orban, et qui était aussi, je fais une parenthèse, exactement ce que Plein Jour devait être. C'est-à-dire que c'est une enquête de terrain en Hongrie. J'ai aidé avec des jeunes gens du courrier qui vivent en Hongrie et qui abordait différents visages de la Hongrie, les Roms, la politique mémorielle, certains maires, un joueur, enfin des musiciens, enfin tout type, et qui donne une idée générale de la Hongrie sous Orban. Et donc c'était ça. Maintenant on va aller, on va faire un livre en Biélorussie. Et on va faire aussi avant un livre qui sera, à mon avis, fondamental avec Étienne Bouche sur Mémorial. Sur Mémorial, c'est-à-dire l'association russe qui aujourd'hui est emprisonnée, maltraitée, etc., qui a travaillé sur la mémoire de l'Union soviétique, de la Russie. Et on va faire un livre là-dessus. Ouais, donc on est très collé à l'actualité. Après, il y a un autre type de livres avec Plein Jour, qui sont donc des livres plus historiques, qui a été inauguré par le Bartholf. On va continuer à publier le prochain livre de Bartholf. Et avec le livre de Vincent Wackenheim, 1884, une année française. En fait, tous ces livres partent, mais là, c'est vrai, c'est simple, parce que c'est vrai. Tous ces livres d'histoire, et ça nous intéresse au sens où ça parle encore d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, bien comprendre l'histoire, bien voir, c'est toujours aussi c'est des vrais histoires. Enfin, Bartholf est un historien, Vincent Wackenheim n'en est pas un, mais franchement, il pourrait. 1884, par exemple, permettait de comprendre une espèce d'éternité de la France, quelque chose qui n'avait jamais changé, qui ne change jamais en France. Le type de débat, le type d'angoisse, le type d'engueulade, et il épluchait toute la presse de l'année 1884, c'est-à-dire autant ce qui se passait au théâtre que ce qui se passait en politique, ce qui se passait à la Chambre, enfin tout était exploré. Bartholf, c'est une enquête de terrain, c'est de la micro-histoire autour d'une toute petite ville qui s'appelle Boutchach en Ukraine, où il étudie comment trois communautés, les Juifs, les Polonais et les Ukrainiens, se sont disputés toute leur existence pour aller monstrueusement vite. Après, il y a des enquêtes de terrain comme Gita Sereni qui sont sur des sujets, disons, plus de société. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'était Sylvain Pathieu qui avait fait un livre aussi extraordinaire chez nous qui s'appelle Beauté Parade sur les salons de coiffure du 10e arrondissement parisien qui sont spécialisés pour les Noirs, enfin qui sont qu'avec des coiffeuses noires ou des coiffeuses vietnamiennes et qui sont spécialisées dans un certain type de coiffure. Et c'est un petit monde comme ça qui attendait d'avoir des papiers, enfin enfin bref, qui cherchait des papiers. Et vous avez enfin voilà, vous avez plein de choses. Et par exemple, le livre est autre chose. Le livre de Niklas Frank, c'est quelque chose de très intime puisque c'est un livre sur son père
qui a été un très important nazi, et c'est un fils qui crache littéralement dans une espèce de lettre au père sa haine de son père, tout en étant très bien documenté et écrit d'une façon géniale. Enfin, vous voyez, on est très libre, tout est possible du moment qu'on parle de réel. Sur les 2 premiers livres que vous avez publiés, parce que justement, c'est plutôt rare qu'une maison d'édition ose, pour 2 premiers livres, demander à des écrivains d'aller sur le terrain et de s'en informer, et notamment Sylvain Pathieu avec PSA, puisque si j'ai bien compris, il est allé aux manifestations, il est allé véritablement sur le terrain, il est allé s'intégrer à ses salariés. Il y a véritablement un travail en amont, ensuite en amont de la publication. Et ça, pour une maison d'édition au départ, c'est extrêmement courageux. Comment vous avez tenu aussi le fil pour que l'aventure ne s'arrête pas dès le début? Bah écoutez, d'abord parce qu'une chose en amène une autre, mais ensuite parce qu'on a trouvé des gens, enfin on a eu de la chance, il y avait aussi Claire Berest là-dessus, on a trouvé des gens qui à un moment en avaient envie. Quelqu'un comme Sylvain Pathieu est quelqu'un qui, à mon avis, en aura toujours envie. On a fait quand même pas mal de livres avec lui. D'autres, et c'est vrai que c'est toute la complexité, c'est-à-dire que nous n'attendons pas, on en prend, hein, parfois il y en a eu, nous n'attendons pas des manuscrits seulement, nous allons voir des gens que nous aimons. Maintenant, je le fais seul puisque Florent est parti vers le journalisme définitivement, mais des gens qu'on va voir et on leur dit, vous savez, vous avez un projet, j'ai lu ceci, j'ai lu cet article, j'ai lu ce livre, etc. Et je me dis que vous pourriez faire quelque chose de vraiment passionnant sur un sujet qui vous plairait en plus, parce qu'on n'impose pas le sujet et on réfléchit ensemble. Enfin, parfois, les auteurs en ont un depuis toujours et ils disent, moi, j'adorerais faire ça. Et parfois, on cherche ensemble. Et puis, donc, c'est un long travail en amont qui demande un peu de chance, de bien tomber dans la vie d'un auteur. Parce que les romanciers aiment surtout écrire des romans. Oui. Et c'est là où c'est un peu difficile. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas que les professions entre éditrices et journalistes, là, sont quasiment imbriquées l'une avec l'autre dans votre métier? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand vous faites ce genre de proposition à Sylvain Pathieu, par exemple, Oui, que vous ne lui demandez pas tout simplement un travail de journaliste au final? non. Parce que quand on va le voir, lui et les autres, on attend du regard, enfin, on pense que ce sont des bonnes personnes pour avoir un regard qui va sortir pas des sentiers battus, parce que c'est pas ça, mais de la façon de faire du journalisme, qui va pouvoir creuser. Et puis, on leur donne la place de le faire. Et en fait, souvent, à travers leurs livres, leurs romans, le plus souvent, on a l'impression qu'il y a un regard, il y a quelque chose, et que c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, quand même, d'aller ailleurs que là où va le journalisme. Pas contre, d'ailleurs. C'est vraiment pas... c'est de creuser, c'est d'aller plus loin, c'est de sortir de ce qui est dit, tout simplement avec la contrainte de l'instant, et de pouvoir aller, enfin de devoir sortir un papier avec l'actualité, de pouvoir aller plus loin. Donc c'est ça qu'on essaie d'attraper. Littéraire, évidemment, qui, Bien sûr, c'est fondamental. Mais en fait, oui, ça. Si vous aimez nos livres, c'est que on a choisi de bons écrivains, effectivement. Donc, mais ils sont tous différents. Ils écrivent tous différemment. Mais ils ont envie à un moment d'intervenir dans le débat, en fait. oui, c'est ça, Et dans de le- raconter très profondément, d'avoir, au fond, je ne peux pas parler pour eux. Je ne sais pas ce qui vaut pour chacun, mais c'est avoir envie de rencontrer des gens, avoir envie de les entendre, avoir envie qu'ils vous racontent des histoires, leurs histoires, parce qu'on pense qu'elle est intéressante, parce qu'ils pensent qu'elle est intéressante. Et de ce point de vue-là, il y a la mine merveilleuse aussi, que Plein Jour ne néglige pas du tout, du fait divers, qui est évidemment le lieu par excellence de ça. Donc il y avait encore Gita Sereni, mais il y a aussi
Amaury Dacuna avec Baby Farmer, qui s'était emparé d'un fait divers de la fin du 19e siècle avec la première femme condamnée à mort en Nouvelle-Zélande parce qu'elle avait tué des enfants. Donc, vous voyez, et ça parle de la société, ça raconte des choses. Et lui, il se met en scène en plus dedans. Tout est possible. Alors, Sandra n'a pas tué d'enfant, mais la transition est quand même belle pour son intervention, donc c'est à toi. Non, bien heureusement. Bonsoir, bonsoir Sybille. Bonsoir. Quand vous contactez des auteurs, comme vous expliquez pour Sylvain Pathieu, par exemple, ou que vous acceptez un projet sur tel ou tel sujet, est-ce que vous leur donnez des moyens particuliers, en fait, pour atteindre leurs objectifs ou vos objectifs? Et est-ce que vous leur laissez aussi carte blanche totale, aussi bien dans leur investigation que dans leur écriture? Alors, absolument, carte blanche, c'est même la condition sine qua non. Si vous voulez, c'est même pas, on le répète, mais c'est le point de départ absolu. Et je me mépriserais si ce n'était pas le cas. Après, un texte, ça se travaille, mais ça se travaille toujours avec un auteur, ou ça ne se travaille pas parce que le texte est absolument parfait d'emblée. Mais les moyens, qu'est-ce que vous entendez par là? Des moyens financiers? Ou des moyens… De toute nature, il n'y a pas vraiment de, Ah bah, de restriction alors, dans ma vous question. pouvez rester très très modeste sur les enquêtes, puisqu'on est resté en France. En Hongrie, c'était des gens qui vivaient en Hongrie, donc c'était leur métier, ils étaient d'ailleurs journalistes. Ils sont journalistes. Mais donc on reste en France, les moyens financiers ne sont pas colossaux, mais on leur donne tous les moyens au sens où, dans l'ensemble, tout ce qu'ils peuvent demander dans l'ordre encore du raisonnable, parce que le métier est dur, on l'accepte. On leur donne du temps, par exemple. On ne les contraint pas sur le nombre de pages. Quand on parle comme ça, on dit tiens, tu vois, je pense que ça pourrait faire 200. Alors, comme les êtres humains on est tous pareils, quand on dit tu peux en faire 500 pages, tout le monde dit oh non, 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 alors quelle horreur. On dit tu sais, 250 pages, ça suffira largement. Mais en même temps, s'ils en font 500, ben, ce sera 500. Vous voyez, non, on laisse absolument aux gens la possibilité de faire comme ils veulent. C'est le contrat d'ailleurs, c'est le contrat moral. Et puis sinon, on ne les aurait pas choisis. Éditrice maintenant, Oui. vous n'êtes plus que seule donc, au sein de la maison, avec évidemment des collaborateurs externes, que ce soit pour la presse ou les relations libraires. Et vous avez donc comme partenaire les éditions Anne Carrière, comme on a déjà reçu auparavant certaines autres maisons, actuellement Alma et Calidor. Mais racontez-nous l'aide que vous propose Anne Carrière, sur votre solitude, entre guillemets, en tant qu'éditrice, et ça ne doit pas être simple non plus tous les jours. Mais tout en gardant votre indépendance. Et ça, c'est toujours important de le signaler aussi. Alors ça, c'est une chose absolument fondamentale. Je crois que, je ne sais pas si j'aurais si bien tenu tout simplement sans ce collectif où on est. Donc, alors, pour les gens tout le monde est au courant, c'est-à-dire fédérés autour des éditions Anne Carrière, qui sont une puissante maison d'édition. Il y a un certain nombre de maisons d'édition, comme Plein Jour, totalement indépendantes. Mais absolument, il n'y a aucun lien financier, aucun lien capitalistique. Mais grâce aux éditions Anne Carrière, nous sommes bien commercialisés. C'est-à-dire que nous sommes diffusés ensemble, promus ensemble. Mais alors, au-delà de ça, il y a une chose qui est absolument, mais vraiment fondamentale, c'est la possibilité de conversation. Nous, par chance, nous nous entendons tous très bien, et sinon, d'ailleurs, je crois que qui ne s'entendrait pas partirait. Et ça nous aide. Jamais personne n'intervient dans le projet des autres maisons d'édition. Jamais personne ne dit « Ah bah non, ça c'est pas bien » ou tout le monde est autonome avec ses choix, mais en revanche, il y a toute la conversation autour, franche,
toute la conversation même amicale, même toute la sympathie qu'on peut avoir les uns, enfin le plaisir qu'on peut avoir, parce que parfois il faut voyager pour aller voir des libraires, à être ensemble, à être solidaires et à s'entraider et à discuter ensemble de tout. Et ça, c'est vraiment ce qui évite la solitude et sans doute un trop-plein d'angoisse quand on est seul. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été absolument fondamental. Parce que vous portez le Oui, livre, entre guillemets, sur vos épaules à chaque fois. mais Donc, j'enfile un petit peu à mes voilà, camarades. j'imagine. Qui, alors, en retour, m'en donne un petit peu aussi, peut-être, des leurs. Voilà, mais on est comme ça, on est très liés. J'aimerais qu'on parle de ce genre, la narrative non-fiction, qui n'existait pas ou peu en France il y a déjà quelques années. Vous êtes très peu de maisons d'édition à uniquement cibler ce marché-là. On pense peut-être à Marchiali. Vous avez remis au goût du jour justement ce genre-là. Euh, comment vous l'expliquez réellement? Est-ce que vous sentez qu'il y avait un creux, un vide littéraire en réalité dans la littérature française? Qu'est-ce qui vous séduit tant dans ce genre-là, ce genre entre le journalisme, entre la littérature? Ça reste de la littérature, Ouais, évidemment. On ne devrait pas mais c'est forcément très clôturer les important, choses. ça reste de la littérature. Je ne pense pas qu'il y avait un creux dans dans la production française là-dessus. Il y avait des auteurs qui le faisaient sans avoir besoin de... Et ils avaient raison. Mais Emmanuel Carrère, L'Adversaire, ça a quelque chose, évidemment, de la littérature du réel. Il y avait Ugide avec les procès, enfin, ça existait déjà. Ce qu'il y a, c'est que je crois que c'est tombé, il y a eu un moment, alors ça existait aux États-Unis, ça existait dans le monde anglo-saxon à fond, mais il y a eu un moment où peut-être dans la société française, quelque chose, c'est devenu... les gens en ont eu davantage envie, ils ont eu envie justement d'approfondir, que l'offre ne soit plus que les journaux, ne soit pas seulement les grands articles de journaux, que je dois dire, j'adore. Hein, j'en consomme beaucoup. Les articles de journaux et de l'autre côté, les romans. Il y avait une place, il y avait peut-être une envie de comprendre. Je pense que ça, c'est quelque chose de notre époque. C'est l'envie de la comprendre, l'envie de, sans rien de péjoratif, de la commenter. Nous sommes des générations de, de, de contemplateurs de notre propre temps. Nous aimons ça, nous aimons de la même manière. Par exemple, pour le climat, il y a de ça aussi. C'est-à-dire qu'on voit le futur, mais, et à raison, mais on aime comprendre d'où on vient, on aime comprendre comment les choses se sont faites, on aime s'analyser sans discours psychanalytique, mais on aime se commenter. D'un certain point de vue, je pourrais dire que du côté du roman, vous voyez, la grande présence de l'autofiction, de l'inverse de l'autofiction, de l'autofiction, si vous voulez, la grande présence de ça et aussi ce même besoin de se regarder. Après tout, je pourrais presque dire que l'autofiction, c'est de la littérature du réel sur soi. Et en fait, on fait ça tout le temps, surtout. On aime ce dispositif. Et ça manquait en France. Je suis peut-être très, très, très obscure, je le crains. Non, non, pas Et du vous tout. pouvez me relancer et me dire... Non, pas du tout, mais ça m'intéresse parce que j'ai lu certains interviews où certains journalistes comparaient les éditions plein jour à l'approche d'Albert Londres. Donc jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, mais parfois, j'ai cru voir le terme anachronique. J'étais surpris par le terme, je me suis dit anachronique. Est-ce que ça voulait dire tout simplement que le journalisme d'aujourd'hui le journalisme d'investigation serait mort? Est-ce qu'il y aurait eu trop d'enquêtes Non. depuis certaines années? Est-ce qu'il y aurait eu trop d'enquêtes depuis certaines années, des livres très populaires, comme on le voit notamment sur les milieux politiques, qui souvent ne sont pas de la littérature, sont souvent Ah,
des livres journalistiques. Et donc, l'amalgame serait fait également avec la ligne de plein jour qui est, à mon sens, totalement différente. Oui, là, honnêtement, je ne savais pas qu'on avait dit anachronique. Et donc, je ne vois pas très bien ce qu'il voulait dire. Là, pour le coup, je ne comprends pas. Maintenant, nous, plein jour est totalement hors du champ de l'enquête politique, comme vous venez de le dire. Enfin, je veux dire, ça ne rentre même pas en ligne de compte. Donc, on ne fera jamais un livre politique. On ne fera jamais... Alors, je réfléchis. Terme politique à plusieurs... Oui, non, mais là, vous sembliez dire l'enquête politique, genre Sarkozy a-t-il... Non, c'est pas... D'ailleurs, je vous dis ça, mais c'est pas vrai. En fait, j'ai C'est l'impression... vraiment pertinent, je le ferai. Ouais. Bien sûr, je le ferai. J'ai l'impression que le métier de journaliste en lui-même, le mot journaliste est devenu un petit peu connoté négativement, comme le terme d'homme politique, et que du coup, cela ferait ombrage à la profession tout entière, et donc, par voie de conséquence, aux journalistes de Excuse-moi, je l'investigation. n'avais pas compris. Écoutez, moi, je suis totalement... C'est un type de discours, c'est une vaste conversation, et c'est un type de discours avec lequel je ne suis pas d'accord de toute façon. Je ne pense pas du mal des journalistes. Et je ne... Mais du tout. Je pense qu'il faut un métier merveilleux, extrêmement utile, qu'ils sortent des affaires, et que, surtout ces derniers temps, on ne peut pas le nier, et quand on les voit en Ukraine, on ne peut être qu'admiratif. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Donc, de toute façon, ce n'est pas un discours auquel j'adhère. Ce n'est pas un discours que je peux comprendre. Parce que je suis pas... Je ne pense pas du... Enfin, vraiment, je ne fais pas partie des Français qui n'aiment pas les journalistes. Et je sais qu'ils sont tout à fait mal aimés. Mais pas en ce qui me concerne. Et en plus, moi, je parle de journalistes de presse écrite, si vous voulez. Je ne sais pas, je n'ai jamais très bien compris quand les gens... Mais c'est bien de ça dont vous parliez, je ne me trompe pas dans ma réponse. Non, c'est cela, mais en fait, je voulais voir si, selon vous, en tant qu'éditrice, en éditant des livres justement qui traitent d'un point de vue journalistique sous la manière littéraire, peu importe, Ouais. est-ce que ça vous a, entre guillemets, mis des barrières au sein de la presse Non. Voilà. En Est-ce plus, qu'il moi, y a je eu trouve des que la barrières? presse est plutôt très aimable avec nous. Je trouve que quand même, on a énormément de presse. En plus, on en a beaucoup, tout court, mais pour une petite maison d'édition, dont vous voyez l'unique représentante ici, je trouve que on est même très très bien servi. Nos livres sont très très souvent commentés favorablement. J'ai l'impression. Je vous invite à regarder. D'ailleurs, le site est bien fait. Il faut regarder les revues de presse sur les titres et vous verrez. Pas tous, il y a des titres qui ne marchent pas, mais globalement, c'est quand même très bien. La Hongrie sous Orban, c'est, je crois, aucun titre de presse ni aucune radio importante n'a manqué ou ne manquera, compte tenu des rendez-vous qu'ils attendent encore. Donc non, je ne sais pas. Non, mais je veux bien cette discussion parce que ça m'intéresse en plus d'être... Mais je ne vois pas à quel livre il pense. Je pense que c'est plus général. J'imagine des lecteurs venant en librairie. Vous êtes souvent sur les tables, peut-être Ça, pas c'est un forcément. vrai sujet. Eh oui, Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet, mais c'est pas un sujet qui... ça, c'est un sujet de cuisine interne. éditoriale, mais qui peut vous m'arrêter si ça c'est pas intéressant. C'est autre chose. C'est quand vous sortez un livre, vous devez le mettre déjà dans l'ordinateur, dans un rayon. Et de ce point de vue-là, effectivement, on se trouve souvent... Alors souvent, je propose sciences humaines, quelquefois, je propose littérature,
Le Père, un règlement de compte de Niklas Frank était en littérature, et je crois que là, il était sur les tables de littérature. Mais vous voyez, il se dispatche comme... C'est vrai que ce ne sont pas des livres faciles à ranger. Ça, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que le plus Mais, simple ne serait pas de les classer tous en littérature? alors, Quelle est la différence entre Emmanuel Carrère, l'adversaire, et l'ouvrage, rappelez-moi, sur l'Ukraine, sur le village en Ukraine? Boutchach, non, Boutchach, c'était vraiment en histoire. C'est un immense historien, il est prof aux États-Unis, c'est vraiment un historien. Lui, il devait être en histoire, en littérature, il avait... Ça, c'était vraiment alors voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des choses où on doit vraiment les mettre ailleurs. Par exemple, je vais vous reprendre parce qu'ils sont derrière vous et puis parce que je les aime. Là, enfin, ça fait partie des derniers. La Hongrie sous Orban, ça ne peut pas aller en littérature. Ce serait là, il est mort tout de suite. Et il est mort parce qu'un libraire ne verra. Les places sont comptées. Il y a beaucoup, beaucoup de romans qui sortent. Les places sur les tables sont très, très comptées, encore une fois. Et que la Hongrie sous Orban ne prétendait pas être de la littérature. Il prétend être une enquête, un document, de la politique, si vous voulez. Mais il l'est génialement. Et ça, j'ai rien contre pour qu'il soit ailleurs. Vincent Wackenheim, 1884, c'est l'histoire. Gita Sereni, ça dépendait des livres. Une si jolie petite fille était parfois en polar, alors que c'était vraiment du journal, enfin, parfois, parfois en actualité, enfin, en document. C'est variable, c'est variable. Mais je ne pense pas qu'il y ait de... Il n'y a pas de règle. Oui, mais surtout, je pense pas qu'il y ait d'enfer, si vous voulez, enfin un enfer dans la bibliothèque. Moi, je n'ai aucune religion en matière de livres. J'aime tout quand je trouve ça bien. J'aime les livres au présent, les livres au passé, les livres avec des petits paragraphes, les livres avec beaucoup de texte, tout me va. Et de la même manière, il n'y a pas de rayon que je trouve infamant, si vous voulez. Et je peux être contente. Vous voyez, ça dépend des livres. Là, j'ai une idée, je sais pas, Davé et l'homme, sur certains de leurs livres, hein, pas sur tout, mais sur certains de leurs livres, je pense que c'est vraiment des très très bons livres. C'est bien qu'ils soient dans la partie actualité ou enquête ou doc des librairies. C'est pas, du coup, il ne devient pas mauvais, si vous voulez, quand j'ai pas le sentiment d'acheter un mauvais livre. Donc voilà, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit sur la table. Ça c'est très important. En effet. Sandra? Oui, sur votre site internet, vous dites que la réalité n'a pas besoin de la fiction pour être romanesque. Déjà, je trouve que c'est très beau et c'est tellement juste. Cependant, parmi vos auteurs, vous avez des auteurs donc, qui écrivent pour vous de la non-fiction, mais qui écrivent aussi de la fiction. Est-ce qu'à certains moments, vous êtes tenté pour créer une collection, peut-être pour inclure un peu de fiction qui serait liée justement à des sujets aussi importants, aussi lourds de sens pour notre société, pour donner un autre éclairage aussi sur ces sujets-là? Vous avez tout à fait raison. Et je suis très sincère, c'est une très bonne façon de l'exprimer. J'aimerais bien nous lancer dans un peu plus de fiction. Mais là, vous venez de retourner le gant assez remarquablement et c'est comme ça qu'il faudrait le faire. J'y avais pas pensé. Mais c'est exactement de cette façon qu'il faudrait faire la chose. Et, et, et ça resterait très plein. Mais bien sûr, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Mais vous savez, il y a eu on avait fait dans la fameuse petite collection dont a parlé Anthony, qui s'appelle Les Invraisemblables, petit livre, grand comme ça, vous voyez. On avait fait, Cathy Drouin de Pathieu, absolument génial. Et aussi, je pense à un livre de Mark Green qui s'appelle Comment construire une cathédrale, qui avait très bien marché et qui est au fond,
part un peu de ce principe-là. Alors, celui-ci, Sybille, il faut absolument l'expliquer parce que j'étais vraiment surpris par cet homme, Giusto Gallego. J'aimerais ouais. que vous en parliez parce que c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est un homme qui, dans la banlieue de Madrid, a depuis... il vient de mourir. Il est mort il y a 6 mois, je crois. A décidé, à partir de l'âge de 30 ans, de construire tout seul, à main nue, une cathédrale, pierre par pierre. Et pendant toute sa vie, pendant 50 ans, il a construit effectivement une cathédrale qui est un édifice absolument colossal, énorme, avec un dôme immense. Et il a fait ça tout seul, sauf qu'à la fin de sa vie, il y a un homme qui est venu l'aider, un ami, qui est donc à 2. Mais il faut que vous regardiez ça sur Internet, c'est juste, c'est pas beau, c'est impensable. Et toute sa vie, il n'a fait que ça, il vivait à l'intérieur de son chantier, les murs sont de 50 mètres, ça tient, et un jour, on admirait beaucoup, parce que là j'étais encore avec Florent participait encore à plein jour, on admirait énormément le travail de Mark Green. Et on a été le voir et on lui a dit est-ce que vous ne voudriez pas faire un livre de non-fiction pour nous ? Et au début, il dit oh non, moi, c'est la fiction seulement, etc. Et on avait vu à la télé, sur TF1, pour vous dire d'où ça, un reportage sur ce Justo Gallego, qui est un personnage, mais comique. Il est habillé toujours de la même façon depuis 50 ans. Il a un bleu de travail et un bonnet rouge. Et quand il fait froid, il a une écharpe rouge, qu'il est sec comme un coup de trick, on dirait un dessin de Don Quichotte. Et comme on savait que Marc avait passé son enfance à Madrid, on lui a dit, mais ça rejoint les deux. Essayez, ça rejoint les deux. Puis vous pouvez aussi faire un petit portrait en creux de l'Espagne que vous avez connue, c'est-à-dire de la fin du franquisme, enfin de Franco et la fin du franquisme. Puis finalement, il l'a fait, et il a fait un des plus beaux textes, je ne sais pas ce que vous en pensez, Anthony, mais un des plus beaux textes de plein jour, qui est un petit texte d'une grâce infinie, et justement qui confine, il aurait pu en faire un roman. Je le sens, et c'est vrai, on aurait pu en faire un roman. Comme Sandra l'a dit, c'est-à-dire le gant à l'envers, un roman du réel, enfin un truc comme ça. Et d'ailleurs, on refera un livre avec Marc l'année prochaine. Qui se rapproche le plus de cette idée-là, de rapprocher Oui, le bien réel. sûr. C'était un peu l'idée d'ailleurs, c'était ça. Mais elle s'est trouvée économiquement très peu viable. Ah. Ça a été le problème. Parce que les prix, je crois, sont plutôt bas. Les prix étaient bas, mais vraisemblablement encore trop hauts. L'objet était petit, il était très, très joli puisqu'on avait fait des rabats, c'était un papier un beau papier de couverture, et il coûtait 12 €. Et 12 €, ça a quand même coincé. Les gens, les libraires trouvaient que c'était un peu cher. Un poche, c'est 8 €. Donc, l'équation. Donc, il faudrait repartir sur cette idée-là, mais avec quelque chose de plus gros. Qui serait, et puis, de toute façon, ça le mériterait. Enfin, ça serait bien. J'aimerais qu'on parle des thématiques, parce que les thématiques que vous avez abordées tout au long de plein jour, elles sont déjà très variées, mais elles ont évolué. J'ai eu l'impression qu'elles ont évolué, peut-être après le départ aussi de Florent, vous avez peut-être pris une direction aussi différente. De ce que j'ai vu, il y a des thématiques parfois polémiques, parfois qui rentrent véritablement dans les sujets de société sans embâge. Je pense notamment au Hezbollah, à l'islamophobie, à Oui. Welbeck et l'écologie. Mais il faut préciser que vous ne publiez pas que des choses ainsi, il n'y a pas que des ouvrages uniquement polémiques. Vous êtes davantage sur la réalité, sur le terrain, sur en réalité là où il y a de la vie. J'ai l'impression là où il y a des hommes, où il y a des histoires à raconter, c'est véritablement là votre cœur de cible.
absolument. On ne peut pas le dire mieux. Mais c'est vrai qu'on avait fait. Et d'ailleurs, moi, je ne rechigne pas à la polémique. Maintenant, si ça se représentait et que je trouvais ça bien, je le ferais sans aucun problème. Mais effectivement, c'est pas le cœur. Mais l'idée, c'est ça. C'est là où il y a, je sais pas, là où il y a des hommes, là où vous l'avez très bien dit, là où il y a des gens, là où il y a des histoires. Ce qui rejoint aussi le réel est parfois plus romanesque que la fiction. Là, il y a des choses à raconter. Il y a au fond, enfin, c'est une banalité, mais quoi d'autre? Quoi d'autre que ça? Qu'est-ce qui nous intéresse tous, à part ça, les êtres humains, et dans dans tous les sens. Ouais, et leur singularité, ne serait-ce que cet homme-là qui a construit cette cathédrale-là, c'est ce genre de destin-là, en effet, qu'on Oui, aime lire et concevoir, en tout cas en tant que lecteur, c'est ce qu'on adore. oui. Annie-Rose? Oui, je reviens justement sur cette histoire de gens et de tranches de vie. Moi, je suis en pleine lecture de La Hongrie sous Orbán et justement, je suis vraiment étonnée et surprise, vraiment très surprise et dans le bon sens de ces portraits. Comment ça s'est fait en fait? À quel moment les journalistes qui sont en Hongrie ont travaillé en fait pour aller voir justement tel ou tel témoin? En fait, ils sont un peu partout en Hongrie, ils sont à la fois à Budapest, dans des villages un peu plus éloignés. Comment ils se sont coordonnés en fait pour Alors, monter cet d'abord, ouvrage? il faut saluer deux personnes là-dessus. C'est Gwendal Piégé, du Courrier, qui maintenant va diriger cette collection, et Corentin Léotard, qui a dirigé ce livre et qui est aussi du Courrier. Enfin, tous les deux font le Courrier d'Europe centrale avec d'autres. Le truc, c'est qu'ils vivent en Hongrie, enfin, pas Gwendal Piégé, mais Corentin Léotard et un certain nombre de Joël Le Pavou, Daniel Pseni, enfin, ils vivent en Hongrie, donc ils connaissent depuis très très longtemps, donc ils connaissent le terrain par cœur. Ils font des articles pour le Courrier d'Europe centrale et ils connaissent ce pays comme leur poche. Ils parlent le hongrois. Donc, quand l'idée est venue de faire quelque chose sur la Hongrie, je ne sais plus dans quel sens ça s'est passé, qui a eu l'idée ou si on l'a eu ensemble, etc. On avait les gens les plus parfaits pour ça. Et en fait, ils avaient déjà la matière, ils avaient déjà été dans les endroits, puis sinon, ils y retournaient volontiers. Et après, je dois dire que ça a été extrêmement agréable pour moi. C'est peut-être le livre sur lequel j'ai le moins travaillé, parce que ils ont tous su faire tout seuls, et il est un peu arrivé comme ça. Il était déjà fait, quoi. Après, il n'y avait qu'à le relire. Ils avaient tout choisi, enfin, on en avait discuté, il ne faut pas exagérer, mais franchement, très franchement, c'était bien d'emblée. C'était les bonnes personnes pour le bon sujet, au bon endroit. Et vraiment, j'ai envie de faire beaucoup d'autres livres avec eux. Avec Corentin Léotard aussi, avec Joël Le Pavard, avec tous, parce que je trouve qu'ils sont très... Ça me fait plaisir que vous ayez aimé ce livre, que vous aimiez ce livre. Et en plus, voilà, là où je suis assez fière de ce livre, c'est qu'il a un regard légèrement différent. Je ne dirais pas décalé, mais légèrement différent. Si vous voulez, il aurait été très passionnant et très simple de dire, bon, la Hongrie sous Orbán, c'est quoi? Et de ne parler que d'Orbán et de la politique. Et de dire combien le Fidesz, enfin, ils le disent, hein, c'est pas sur le fond, tout le monde est d'accord, combien le Fidesz c'est pas bien parce que ceci, cela, etc., etc. Et ils disent la même chose, mais c'est là où on s'est bien entendu et qu'ils étaient dans le projet de plein jour. Ils disent la même chose en allant voir plein de gens très très différents, plein de gens qui font plein de métiers différents, sous des angles très très différents, plutôt que d'avoir fait juste un voyage dans les sphères politiques. Et ça, c'était vraiment, vraiment bien. Et, hein? Il n'aurait peut-être pas marché justement s'il était restreint sur un pays aussi peu connu des lecteurs français.
ça aurait été peut-être plus délicat s'il n'avait pas Mais eu. peut-être, mais ça, en l'occurrence, on ne le savait pas avant. Si vous voulez, non, là, pour le coup, ça n'a pas été. C'était parce que ça tombait bien, que plein jour c'est ça, qu'ils avaient envie de ça, que tout le monde s'est bien. Enfin, que c'était très, très naturel pour tout le monde. Et après, c'est un peu comme tous les livres, on se dit pourvu que ça marche. Mais bon, pourvu que. Et il se trouve que ça. Il y a une auteure dont j'aimerais parler parce que je ne l'ai pas citée et elle est très chère à mon cœur. Et si vous avez l'occasion de lire les livres qu'elle a publiés chez Plein Jour, et parce que je trouve aussi elle est exactement sur ce qu'on veut faire et et à l'avenir, elle le sera encore plus peut-être dans cette fiction qui s'inverse, etc., en réel ou ce réel qui devient de la fiction, c'est Cécile Delarue. Parce qu'elle avait fait des livres sur Los Angeles, où elle vivait, et elle a fait des livres très autobiographique, qui est l'autre version possible de Plein Jour, très autobiographique, sans rien raconter qui nous semblerait secrète sur sa vie, sur comment elle a vécu à Los Angeles, et un portrait de l'Amérique qui est à la fois hilarant, pétrifiant et absolument vivant, et qui se lit comme une aventure. Et ben voilà, elle est très exactement aussi, mais j'ai plein de gens dont je peux parler, mais tout d'un coup je pense à ça parce que je ne l'avais pas dit, parce que pour moi elle est très emblématique de ce que peut être Plein Jour. Et à l'avenir, comme elle est dans plein de débats de société en France, sur le féminisme, etc., je pense qu'elle peut nous faire des choses très étonnantes et qui seront peut-être des espèces de chemin de traverse. Vous voyez comment tout rentre dans l'actualité sans être idéologique ou sans être forcément un brûlot. Mais en même temps très pertinent. Voilà. On rappelle qu'il est sorti en février dernier. Il est malheureusement, entre guillemets, d'actualité, puisque les ponts peuvent se créer avec le régime de Vladimir Poutine. Est-ce que pour vous, il y avait aussi dans cette collection-là, alors vous ne l'avez pas forcément anticipé, puisque le livre a dû être déjà préparé bien en amont, mais est-ce qu'il y a pour vous aussi ce moyen-là d'avertir, d'anticiper un certain populisme? Est-ce qu'il y a une vision aussi à un moment donné, à court ou moyen terme, puisque vous avez dit que vous allez euh, côtoyer ces pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale qui sont véritablement très méconnus en France, pour de bon nombre de lecteurs et bon nombre même de spécialistes. Est-ce qu'il y a cette volonté-là d'aller plus loin encore et potentiellement de faire sortir des choses, d'aller encore plus loin Ah dans la... oui, ça l'actualité nous a soufflé et rattrapé. Quand on a commencé à s'intéresser, enfin, quand on a commencé à parler avec le courrier d'Europe centrale, avec Gwendal, avec Corentin, on n'imaginait pas une seconde, évidemment, ce qui allait se passer en Ukraine. Là, j'ai presque envie de dire, on a eu du flair, du mauvais flair, quoi. Il aurait mieux fallu qu'on n'en ait pas. Mais en revanche, on savait tous une chose et on était tous intéressés. Alors, on ne se connaissait pas avant, hein. On s'est découvert quasiment le jour où on a décidé ça. Enfin, 3 mois avant. On savait tous, chacun de son côté, eux encore plus, qu'il se passait à l'Est quelque chose de fondamental et qu'il y avait que Poutine était un danger, d'une part, que Orban, pour en revenir, qui est grand ami de Poutine, n'est pas non plus un être très très sympathique, que la Pologne bougeait aussi avec une droite très réactionnaire, bougeait aussi, et on savait également qu'il y avait un enjeu mémoriel fondamental de réécriture, si vous voulez, de l'histoire autour dans la sphère autour de la Russie. Et dans la Russie, bien sûr. Donc, on était passionné par ça et on avait envie de parler de ça. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, on n'aurait jamais eu l'outrecuidance de dire avertir, parce qu'il y avait d'autres gens quand même sur le sujet. Mais en tout cas, mais je le prends quand même, je l'accepte, avertir. Enfin, en tout cas,
de bien le montrer, que, encore une fois, sans le savoir qu'il y avait un danger, qu'il se passait quelque chose de sidérant en Russie, en tout cas, dans ces pays-là. Donc, on avait pensé notamment autour de cette association qui s'appelle Mémorial, qui travaille sur justement l'histoire que Poutine réécrit. Tout ça, c'était encore bien avant l'Ukraine. Mais bon, l'actualité, les faits, l'histoire au présent nous a stupéfiés, mais et rattrapés. Enfin, on n'était pas en avance. Enfin bon, bref, elle était là sous nos yeux, mais on ne pensait pas qu'elle serait si dramatique. Oui, Mais on savait que c'était important. Votre but n'est pas forcément de faire découvrir les choses, mais en tout cas de prendre un angle différent et de les raconter avec un angle neuf. Voilà. Et puis, pour en revenir sur ça, si vous voulez, on pensait bien. Enfin, je ne veux pas parler pour les autres, parce qu'ils en parleraient mieux que moi encore. Mais je me disais bien que se passait quelque chose là-bas qui nous concernait à fond, comme vous l'avez dit, les populismes. Et que là-bas, il y avait un cran au-dessus qui était déjà, et de quelque chose qui naît aussi chez nous, qu'on voit arriver chez nous. Et c'est un laboratoire, si vous voulez, formidable. Et c'est effrayant et formidable. Voilà, donc ça on pensait bien. Et puis on est tombé sur plein de jours est tombé sur des gens qui écrivaient remarquablement bien. Avait une question pour rebondir sur le livre d'Orban ou Sandra, l'une de vous, mais on Alors, moi, reste. c'était en effet, pour rebondir sur ce livre, on sait que la presse est de plus en plus muselée dans les pays d'Europe de l'Est. C'est le cas en Hongrie, où quasiment il n'y a plus que la presse du parti qui a le droit d'émettre. Est-ce que ce livre, il y a une envie de le traduire? Parce que c'est ce type d'enquête qui, finalement, à mon avis, n'ont plus leur place en Hongrie. Alors, la Hongrie fait tout de même partie de l'Europe. Et la Hongrie muselle, rend les choses difficiles, c'est vrai, mais ne peut pas complètement empêcher. Encore une fois, là, vraiment, je vous invite à inviter Corentin Léotard une prochaine fois, parce que là, il en parlera formidablement bien. Mais il y a des maisons d'édition quand même en Hongrie, indépendantes. Il y a quand même j'imagine, des journaux. Il y a des sites. Dans le livre, il parle d'un site qui recueille toutes les mémoires, justement. Vous voyez, tous ces pays-là, toutes les mémoires qui veut déposer sa mémoire peut le déposer. Bon, ben, il y a quand même une opposition. C'est plus hypocrite qu'en Russie, si vous voulez. C'est fait plus en dessous. Ça, mais ça, je ne pense pas qu'on sera publié en Russie. Même s'il n'y avait pas toutes les sanctions économiques, je ne pense pas qu'on le saurait. Et on n'a pas eu de proposition pour être publié en hongrois, vous avez tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs un problème. Alors, à savoir si c'est, on verra bien avec les élections, si c'est une minorité qui est outrée ou si hélas c'est une majorité. Et là, si vous voulez, ça se fera, ce sera les gens, quoi. Ça se fera. Ils décrocheront. Voilà. Oui, tout à l'heure, vous disiez que vous laissiez le temps à vos auteurs pour travailler leur sujet. Cependant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir abandonner en fait un projet d'enquête ou suspendre parce que justement les informations étaient muselées, inaccessibles, l'enquête impossible, ou s'il y a eu aussi des pressions éventuellement au cours des investigations? Non, j'ai jamais eu ça, mais parce que avec des auteurs français, j'ai pas fait, enfin non, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais il m'est arrivé de laisser tomber, mais pour d'autres raisons, parce que ça marchait pas, parce que
parce que les textes n'étaient pas bons, parce que je ne m'entendais pas avec l'auteur, parce que, voilà, parce que j'étais dans un très profond désaccord avec ce qui était la chose finale. Notamment sur l'angle, est-ce que vous entre guillemets, vous vous engagez personnellement aussi sur le, entre guillemets, je vais résumer pour être clair, parce que ce n'est pas évident, mais est-ce que si vous n'êtes pas d'accord avec les idées que le livre prend, est-ce que vous acceptez de le publier quand même ou non? Non. Non, mais tout dépend ce qu'on entend par. Je ne publierai pas quelqu'un qui promeut Zemmour. Je ne publierai pas quelqu'un qui promeut Marine Le Pen. Je n'aurais pas publié quelqu'un qui promouvait Orban. Il y a des sujets où jamais, où je refuse. Des théories complotistes, jamais. Maintenant, sur ce qui est du strictement politique, je peux publier des auteurs avec lesquels je suis pas absolument, et ça ne me dérange pas du tout, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Mais vous voyez, j'extrais les extrêmes, etc., où ça, j'irai jamais. Mais parce que ça me répugnerait. Mais alors que ça marche très bien. Ce sont des succès de librairie garantis. Mais enfin, il n'y a même pas de discussion. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec mes auteurs, avec les auteurs de plein jour. Ça n'a aucune importance. En revanche, je pense qu'ils ont tout à fait le droit d'exprimer. S'ils ne sont pas liberticides, s'ils ne sont pas antidémocrates, s'ils ne sont pas. Rien ne me dérange. Et je ne pense pas qu'on vote tous la même chose. Très bien, c'est la pluralité et c'est indispensable. C'est absolument indispensable. Et on sent que vous avez un sens de l'honneur extrêmement fort. On sent que vous avez un sens de l'honneur extrêmement fort. Ça fait déjà 2 fois que vous dites je me mépriserai, je me répugnerai. Oui, bien sûr. Mais c'est sur toutes ces choses-là. D'ailleurs, vous remarquez que c'est sur le même sujet. C'est tout ce qui est sur l'indépendance de l'auteur. C'est-à-dire, une fois que. Enfin, si on n'est pas d'accord, le livre, je ne le publie pas. Basta. Et ça s'arrête là et ils vont le publier ailleurs. Dans l'ensemble, je vérifie qu'on est d'accord avant quand même. Mais sinon, oui, bien sûr, une fois qu'on a donné sa parole, la parole est donnée. Après, il faut respecter un auteur entièrement. Les textes, ça se travaille. Tout le monde travaille les textes. C'est sur le fond. Romancière aussi, je travaille avec d'autres personnes aussi. Quand je remets un manuscrit, on travaille. Les choses n'arrivent. C'est très rare que ça arrive et que ça aille tout de suite à l'impression. Donc ça, c'est en bonne intelligence. Mais on doit toujours respecter ce qu'ils disent, le fond, leur opinion, la façon dont ils l'ont organisé. Après, on vérifie si les virgules tombent bien, quoi. Si les répétitions sont pas... C'est rien. Mais bien sûr, Plein Jour, c'est quand même une maison d'édition d'idées, de parti pris de la part des auteurs. Donc, si ça, c'est pas respecté, on peut pas travailler. Enfin, oui, ils peuvent pas venir, ils viendront pas. Enfin, et puis ils auront raison. Parce qu'en fait, j'ai une sur-question en réalité, Oui. c'est à partir du moment où les individus, les auteurs font leur enquête et qu'ils peuvent potentiellement avoir un avis qui diverge selon l'avancée de leur enquête. Est-ce que là, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a à un moment donné un auteur qui, je ne vais pas dire change d'avis totalement, même si c'est possible, mais en tout cas où il y a une certaine trame, en tout cas une évolution au sein du fond de son livre? Ça m'est déjà arrivé qu'on ne se comprenne pas, oui. Que je crois, et l'auteur certainement aussi le croyait, qu'on était d'accord, et en fait, on parlait de choses totalement différentes, et le résultat était absolument pas pour moi. J'aurais pas pu. De toute façon, d'ailleurs, c'est pas une question. J'ai dit honneur, etc. C'est vrai. Peut-être que je suis un peu histrionique sur le sujet. Mais non, mais de toute façon, le problème serait insoluble, parce que je ne pourrais pas le défendre.
c'est une toute petite maison. Si je peux pas défendre, si je suis pas d'accord avec, enfin, si je suis outrée par quelque chose, je peux pas le défendre. Et la première personne qui me dira, écoute, c'est pas bien, c'est débile, je trouverai pas les arguments. Vous voyez, le premier qui arrive avec anachronique, je ne vais pas savoir lui dire, mais je ne saurais pas répondre. Donc c'est une catastrophe pour tout le monde. Oui, ma question va compléter, je pense, ce sujet-là, justement. La non-fiction, ça implique forcément beaucoup d'informations, beaucoup de données, voilà, beaucoup de renseignements qu'on va glaner et que l'auteur va glaner à droite à gauche. Mais est-ce que vous, en tant qu'éditrice, vous faites entièrement confiance à toutes ces données ou est-ce qu'il vous arrive, ou vous le faites complètement, de vérifier en fait certaines informations? Je vérifie tout. Non, mais ça, c'est le b.a.-ba. Tout. L'orthographe des noms propres aux données, où elles ont été trouvées. Oui, bien sûr. Ah, mais ça, bien sûr. Vous êtes Et un peu non la pas, François non pas Langlais. hein. Vous êtes un peu la François Langlais du fast-checking. Ouais. Il y a certainement des choses qui sont au-delà de qui sont pas de ma compétence, hein, cela dit. Mais si on donne des chiffres, si etc. Oui, je vérifie. Ne serait-ce d'ailleurs, c'est pas par suspicion, ne serait-ce que parce que moi la première, quand je fais des choses, je me plante quand je recopie mal, je prends mes désirs pour des réalités, je peux me tromper, donc tout est vérifié. Bah parce que si on donne un fait et qu'il n'est pas vrai, là, tout s'écroule. Et vous Il y a faites ça aussi un seul? contrat. Hein? Vous faites ça seul? Vous vérifiez Non, tout non, seul? non, je ne fais pas ça seule. Je travaille avec des gens quand même. Je travaille avec une correctrice. Non, je travaille avec des gens. Et puis je pense que j'ai un lien de confiance avec les auteurs. Donc de toute façon, si jamais je ne trouvais pas moi-même, et non pas pour essayer de les pincer du tout, mais parce que je ne vais pas les embêter toutes les 5 minutes en disant « tu as bien vérifié que, où est-ce que tu as trouvé ça ?» Mais si je ne trouve pas quelque chose, je lui dis « où avez-vous trouvé, d'où sort cette information ?» Parce qu'il faut que tout soit, mais pour eux aussi, hein, et d'ailleurs, jamais, jamais j'ai pris quelqu'un en faute. Mais parce que, encore une fois, si quelque chose est faux, tout s'écroule. Toute la donnée, si les faits ne sont pas justes, ne sont pas exacts, tout ce qu'on vous dit ensuite finira par être suspect. C'est normal, ça. Et ça, c'est un contrat avec le lecteur, en revanche. Et pas avec le... La confiance n'exclut Oui. pas le contrôle. Et puis, non, mais... Directrice de publication, donc vous vous engagez aussi personnellement si des choses sont fausses. Oui, mais ce ne serait pas grave. Vous savez, à la limite, je ne pense pas que ce serait grave. Mais bien sûr, enfin, de toute façon, je crois que tous les éditeurs font ça. Hein. C'est pas par là que je suis originale. Tous les éditeurs font ça parce que c'est le b.a.-ba, quoi. Enfin, il faut tout vérifier pour que tout tienne. C'est aussi les auteurs veulent bien, hein, ils aiment bien. C'est comme corriger, encore une fois, des fautes d'orthographe ou des coquilles. C'est très naturel d'en faire. Donc, on peut se tromper et voilà. J'ai l'impression que quand on est éditeur de non-fiction, il y a quand même un ennemi juré, c'est le temps. Il y a des sujets qui parfois s'éteignent d'eux-mêmes, qui ont peut-être une durée de vie limitée, dans une société justement où l'actualité bat son plein et très énergivore. Comment vous faites pour respecter les délais, pour ne pas tomber dans un délai de publication, par exemple, qui tombe à côté? Est-ce que pour vous, il y a des sujets intemporels et c'est uniquement l'angle, le décor qui change?
c'est toujours le truc le plus difficile. Et ça peut arriver qu'on tombe trop tard. C'est vrai. Après, il faut faire confiance au texte, penser que effectivement les sujets sont intemporels, que vous savez, le poncif qu'on dit toujours, c'est la phrase de Terence, mais qui est très drôle, c'est « rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Bon, ce qui est humain, enfin ça c'est moi qui ajoute, ce qui est humain est intemporel. Donc ça peut passer, mais c'est vrai que c'est la difficulté. Et ben, c'est un pari. C'est un pari. On se dit, ce qui m'intéresse aujourd'hui continuera de m'intéresser dans 1 an et demi. Mais on peut se tromper, c'est vrai. Vous savez, Enfant invisible, c'est un cas inverse. Enfant invisible, je l'ai en main depuis 5 ans. Et je voulais le publier, puis je me suis dit non, c'est pas le moment, ça va pas. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, il me semble que c'est le moment, qu'on peut le faire. En plus, des gens qui l'avaient lu, à qui j'avais donné à lire, etc., m'avaient dit non, mais c'est vieux, c'est ringard, ça. Puis à un moment, je me suis dit, on peut le faire. Et je ne le savais pas, là, c'est un truc incroyable, sort, alors qu'il est sous presse, sort déjà les affaires de jeunes filles qui se prostituent aujourd'hui, d'adolescentes qui se prostituent. C'est-à-dire un sujet, moi, je pensais que ça reviendrait jamais, enfin, que ça m'intéressait parce que c'est des portraits d'enfants extraordinaires. Mais honnêtement, la prostitution adolescente, juvénile, volontaire, je pensais que jamais dans nos pays on reverrait ça. Et en fait, c'est revenu dans l'actualité au moment où le livre, enfin, quelques mois avant que ça sorte. À travers d'ailleurs un article du Monde formidable. Vous voyez, ça j'aurais adoré en faire un livre. Enfin, de travailler avec cet auteur, sur les enfants de Barbès, du quartier Barbès, leur errance, et tout d'un coup, tout le monde a parlé de cet article et nous, on était en train d'imprimer Enfant invisible. Une question de flair, de chance, parfois, de De chance. Là, honnêtement, c'était un peu de la chance. Il y avait quelque chose, sans doute, dans l'atmosphère qui faisait qu'on commençait à en parler. Il y avait toutes les histoires il y avait eu Vanessa Spingora, vous voyez, la pédophilie. Certes, ça revenait sur le devant de la scène, mais... Et l'abaissement de l'âge légal également, de la minorité aussi, peut-être? Non, elle n'a pas été abaissée, en fait, finalement, à la fin, je crois. Oui, mais les débats, en tout cas. Les débats, oui, effectivement, non, mais bien sûr, il y avait ça. Mais oui, c'est ça. Peut-être qu'il y avait peut-être qu'on était tous dedans. Mais voilà, c'est vrai que je pense que c'était le bon moment pour le sortir. Mais franchement, ça a plutôt été... ça m'a plutôt surprise. Mais à l'inverse, il doit y avoir l'inverse. Hein. Des choses qui sont sorties et qui sont sorties trop tôt ou déjà trop tard quand les gens ne voulaient plus en entendre parler. Ouais. Alors, vous l'avez dit au tout début, mais vous êtes également romancière, vous avez publié de nombreux romans. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient ou un inconvénient, justement, quand C'est vous... rien. C'est ni un avantage, ni un inconvénient. Ça a peut-être l'avantage personnel que je connais bien, mais encore, je pense que tous les éditeurs le font aussi bien que moi. La preuve, c'est que j'ai des éditeurs à l'extérieur et qui ne sont pas tous romanciers. J'ai eu des éditeurs qui n'étaient pas tous romanciers, disons, parce que le mien maintenant l'est. Ça a peut-être l'avantage que je comprends bien ce qu'est Notamment sur la le côté sensibilité objectif. d'un auteur, voilà, parce que ça, je connais la mienne, donc je vois qu'il n'y a aucune raison que les autres n'aient pas la même. Mais sinon, ça change rien dans les rapports, par exemple. Ça me donne rien en plus, rien en moins. D'accord. Vous avez dit, justement, à l'occasion de la sortie de votre roman Avant les singes, vous avez dit « Il n'y a aucune idée qui ne doit pas trouver sa résolution ». Est-ce que à ce moment-là, et je crois que les dates peut-être coïncident, je suis pas sûr, je ne me rappelle plus, mais est-ce qu'il y a eu à ce moment-là le germe de la création de la maison?
Je l'avais déjà créé quand j'ai écrit Avant les singes. Ok. J'avais déjà créé Plein jour. Donc, non, mais je ne sais pas ce que je voulais dire. J'ai dit ça dans une interview. Ouais. Ouais. Je pense que pour vous, à chaque fois qu'il y avait une idée, il fallait qu'elle soit résumée. À écrire. Une idée à écrire. Ça, Alors, non, ce que je pense, c'est que il n'y a. Mais ça, voilà. Tiens, peut-être que ça pourrait m'aider avec un auteur qui a des difficultés à un moment de son texte. Ça, j'en suis absolument convaincue. Rien, oui, c'est voilà, rien de ce que, quand on écrit, hein, rien de ce qu'on veut dire ne peut ne pas, enfin, tout ce qu'on veut, on peut écrire tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on veut écrire. Quand on n'y arrive pas, c'est pas que l'idée, enfin, c'est que il faut arriver autrement. Mais tout ce à quoi on pense, et il est possible de l'écrire. Vous voyez, il n'y a pas un moment où la langue vous dit. Il y a un moment où votre idée était mauvaise, ça c'est autre chose. Mais quand elle est bonne, la langue n'est jamais une barrière. Vous voyez, c'est pour un moyen de contourner. Il y a toujours un moyen d'y arriver. Alors ça, De ce point de vue-là, c'est l'antif page blanche. Ouais. Ça rejoint ma question précédente. Vous avez quand même un avantage certain quand vous discutez avec vos auteurs, justement, en tant que romancière et pas primo-romancière. Ça fait déjà de nombreuses années que vous écrivez. Vous avez les mécanismes pour aussi, même si on n'est plus dans le même genre, puisque vous n'éditez pas des romans, mais vous avez quand même cette facilité à établir des ponts entre les phrases, entre les mots. Oui, bien sûr. Enfin, là, en l'occurrence, c'est les livres des autres, donc c'est pas moi qui fais, mais je sais sans doute que j'ai les mots pour dire on peut établir le pont, on peut le faire. Rien n'est infaisable. Enfin, si vous voulez dire ça, eh ben vous allez le dire. Peut-être pas à la page 3, peut-être que ce sera à la page 6, mais ça sera là. Il faut que ça y soit. Et ben voilà, mes auteurs, c'est ça que je leur dis d'ailleurs. La seule chose, ce qui rejoint la question de est-ce que je leur laisse une totale liberté, c'est que je leur dis, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Avec les réserves que j'ai faites, mais dans ces cas-là, ils ne viennent pas me voir, quoi. Mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il faut bien le dire, c'est tout. Enfin, que ce soit clair, que ce soit net, que ce soit incisif, si ça doit être incisif, que ce soit précis, que ce soit comme ils ont envie de le faire, mais tout ce qu'ils veulent dire, ils peuvent le dire, ils doivent le dire. Il faut que ce soit en plein jour. Il faut que l'idée soit... Mais c'est vrai, mais je pense, vous savez, on avait trouvé ce nom comme ça, on cherchait un nom avec Florent Georgesco, et ben, c'est lui qui l'a trouvé, et je pense que c'est comme ça, en disant, il faut que ce soit en plein jour, que tout soit là. La vérité, c'est aussi dévoiler peut-être cette notion. Voilà, exactement, que tout soit clair, qu'on puisse tout voir d'un sujet. En effet, c'est mieux plein jour que limpide. C'est difficile à porter. Oui. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant des prochaines parutions? Vous m'aviez dit tout à l'heure que cette année, c'était peut-être une année moins riche en termes de quantité. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs l'expliquer? Est-ce qu'il y a des explications particulières? Non, je crois que ça c'est... vous voyez, si, c'est la seule explication. Enfin, il y a eu sans doute plein de choses, mais l'explication qui va rejoindre la question que vous m'avez posée sur le timing, sur arriver trop tôt, trop tard. Effectivement, moi, je fais des commandes. J'attends... Enfin, je compte pas trop sur les manuscrits qui viennent comme ça. Enfin, ça peut arriver. Encore une fois, il y a eu de très belles choses comme ça, d'ailleurs, chez Plein Jour. Les manuscrits étaient lus très rapidement, parfois je crois de 2 semaines à 6 mois. J'ai dit ça. Oui, je crois. Oui, je crois avoir lu ça. Alors là, je veux dire, les gens vont vous écrire. J'étais surpris. Réellement, ils sont en retard, c'est horrible. J'étais très surpris. Mais donc, non, mais c'est pas vrai, il faut absolument qu'on corrige ça. Donc, j'ai eu un trou. J'ai manqué de projet à un moment. Tout ce qui était démarré allait arriver ensuite. Et des choses s'étaient cassées la gueule. Et puis après, il y avait des choses personnelles, bref, tout ça a fait
un truc bizarre, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu une année, mais je le rattrape en septembre quand même. J'ai de très beaux titres, vous voyez, là, les choses sont arrivées plus tard. Mais c'est vrai que là, on a sorti à ce jour, en 2022, que la Hongrie sous Orban, parce que les choses ont été repoussées. Et donc, à la rentrée de septembre, j'ai 3 livres, ce qui, pour une petite maison comme moi, est pas mal. Donc, un livre d'un auteur dont on avait publié un merveilleux bouquin qui avait eu beaucoup, beaucoup de presse, qui s'appelait La revanche de la guillotine, sur le dernier condamné à mort français. Luc Briand, c'est l'auteur. Et là, vous voyez, très plein jour. Il nous raconte l'histoire, là où la réalité dépasse la fiction, d'Alexandre Villaplane, qui était un footballeur au tout début du football en France, dans les années 30, première Coupe du Monde de France, première équipe qui va se professionnaliser, première Coupe du monde. Il est capitaine des Bleus. Il est donc, et puis petit à petit, il va avoir un côté un peu voyou, mais vous voyez, comme dans un film de Carnet, un peu comme ça, etc., des petits coups minables, il va un peu à la guitterie, quoi. Il va faire Et puis quand même à la fin, il rentre dans la Gestapo française et il endossera un uniforme d'officier nazi. Et il sera, donc c'est un trajet complètement dingue, de capitaine des Bleus à officier nazi. C'est une histoire folle. Et là, et en même temps, il y a le football. Tout ce que le football signifie, tout ce que le football raconte sur la France, etc. Enfin là, il y a un portrait de la France incroyable. Ensuite, je suis plus dans... Mais j'ai mis trois trucs. Parce que lui, c'est vraiment... C'est un écrivain, vous voyez. Ensuite, vous avez l'air dubitatif sur ce sujet. Alors, pas du tout, Sybille, je suis captivé parce que déjà, je suis fan de foot et je trouve cette histoire merveilleuse. Donc, non, au contraire, Et en plus, il raconte les matchs de foot. Donc c'est complètement... Donc, Vous non, voyez, c'est un truc où, franchement, oui, je ne suis pas très bonne pour fact-checker. Et ensuite, un livre d'une jeune femme qui s'appelle Laure Westphal, et là, rien à voir, document. C'est une psychanalyste qui a travaillé aussi en psychiatrie et elle a dû travailler avec des jeunes gens qui avaient été repérés comme prêts à partir, enfin, encore assez en amont, mais assez tentés par le djihad islamique. Et elle les a étudiés, elle a travaillé avec eux en clinique. Donc, c'est un peu tout ce qui se passe dans la tête des djihadistes, avec conversation avec elle, enfin d'apprentis djihadistes qui ne sont pas forcément passés à l'acte ensuite, parfois elle a réussi. Donc c'est rien à voir, absolument passionnant. Et là vraiment, on rentre dans la tête de gens, c'est vraiment intéressant qu'ils parlent. Et un truc d'histoire, je ne sais pas si vous aviez suivi l'histoire de la famille l'année dernière. C'est une espèce qu'on a appelée une secte dans Paris qui sort de Port-Royal, un surgeon de Port-Royal, donc du XVIIe siècle, en plein milieu de Paris, des gens qui vivent entre eux dans un quartier parisien, populaire parisien, et qui ne se mélangent absolument avec personne, qui sont que des cousins, etc., et qui depuis 3 siècles vivent entre eux dans un catholicisme très rigoureux, très port-royaliste, je pourrais dire, pour aller très vite, très inspiré du protestantisme. Et on a découvert ça il y a 2 ans dans la presse, et du coup, j'ai été voir le grand historien de Port-Royal, qui s'appelle Jean-Pierre Chantin, et je lui ai demandé de nous faire un petit livre sur ça. Et c'est une histoire extraordinaire, parce qu'il y avait des convulsionnaires, il y avait des gens qui se faisaient torturer crucifier volontairement, ils croyaient au miracle, ils croient à l'apocalypse. Enfin, et donc c'est complètement sidérant et magique. Voilà. Et alors celui-ci, parce que j'ai vu que Suzanne Privat en avait fait un également récemment, Oui. il y a 2-3 livres, je crois, qui sont sortis sur Oui, le sujet. exactement. Comment il se différencie celui-ci? Parce que là, pour le coup, j'ai peut-être sur le côté historique. Alors, il se différencie en 2 choses. Vous avez tout à fait raison de poser la question.
il se différencie en… Alors, il y a eu des livres, l'enquête journalistique du journaliste du Parisien, qui est très bonne d'ailleurs, et après d'autres enquêtes, toujours journalistiques. Lui, il se différencie parce que c'est le grand historien de Port-Royal. Donc, quand il raconte le passé, c'est très précis, c'est très magique, c'est très étonnant. Après, lui, Jean-Pierre Chantin, a voulu l'orienter sur quelque chose, ça va vous paraître dérisoire, mais je vous jure qu'il en fait un truc passionnant. C'est que souvent, tous ces livres, on dit qu'il s'agissait d'une secte. Vous les avez. Et lui, et il le démontre, son débat, c'est que ce n'est pas une secte. Que vous avez le droit de croire, ils ne sont pas méchants. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, que le fait de vivre, que tout ce qui n'est pas hors la loi est permis. Autorisé. Et qu'à partir de là, ils ne font rien hors la loi. Et donc, ils ne sont pas une secte. Et on peut croire, dit-il, hein, là, vous voyez, là, moi, Sybille, je ne me prononce pas, mais je trouve que il le fait très intelligemment et brillamment, que si vous voulez rester entre vous, que si vous voulez croire à l'apocalypse, que si vous voulez, parce que les femmes portent les cheveux longs, etc. Bref, tout ça, Est-ce qu'il compare c'est ça, injuste de les avoir taxés de secte. est-ce qu'il compare ça peut-être à une sphère familiale, peut-être au final, Non. l'histoire de communauté, on peut très bien Oui, vivre à 10 si, d'un certain point de vue, vous avez raison. Il dit… Alors, attention, parce que j'ai eu un débat avec lui, parce que je n'étais pas d'accord sur quelque chose. Mais c'est lui qui a gagné à la fin. Et c'est moi qui avais tort. Le problème un vrai problème, c'est la consanguinité dans la famille. Mais j'ai fouillé, j'ai fact-checké, et lui, il disait, et en fait, il se marie non pas entre père, fille, oncle, neveu, ce qui est formellement interdit, mais il se marie entre cousins. Ce qui, figurez-vous, est autorisé par le Code civil. J'ai été la première surprise. C'est là où moi, je n'étais pas d'accord, parce que personnellement… On salue Christine Boutin. Exact. Mais il se trouve que comme lui, sa démonstration, c'est ce qui n'est pas interdit est autorisé. Il dit on peut le déplorer, il le déplore d'ailleurs, on peut trouver ça, mais c'est pas interdit. Donc effectivement, vous pouvez envoyer la mini-lude tant que vous voulez, ils ne seront pas condamnés pour ça. Et ce serait injuste qu'ils le soient. Voilà. Alors là, oui, en effet, il se différencie clairement de tous les autres. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Merci, Sybille. Donc en effet, 3 livres totalement différents. Totalement différents, mais qui sont bien le prisme, un littéraire, un historien. Vous allez être de tous les fronts à la rentrée pour le coup, totalement différents. On n'a pas encore parlé donc on a parlé des manuscrits. En effet, vous disiez que vous en receviez plutôt peu et que c'était plus délicat. En tout cas, c'était plus simple pour vous de faire des commandes et de proposer plutôt à des journalistes ou à des auteurs. J'ai publié des manuscrits quand même. Oui. Alors, mais comment ça se… Justement, alors, ces manuscrits-là, comment ça se profile? Est-ce que le sujet doit obligatoirement être dans une ligne particulière? Comment vous sélectionnez ça, puisque là, vous n'avez pas le prisme initial? Mais c'est là où vous avez raison, parce que très souvent, figurez-vous, alors que franchement c'est clair, c'est dit clairement, mais parce que les gens envoient sans vérifier, les gens m'envoient du roman. Donc un roman, là, franchement, je ne le lis même pas. J'écris, ou je ne réponds pas d'ailleurs, parce que je ne suis pas exemplaire. Et donc ça c'est non. Et après, sur les sujets, c'est très variable. Enfin, tout sujet peut me plaire. Finalement, Plein Jour a fait entrer un auteur. On a fait 2 livres déjà et on va en faire un 3e avec lui, qui est Xavier Charpentier, et qui avait envoyé un livre sur la banlieue. Et c'était génial. Il se souvenait de ce qu'avait été la banlieue lui-même, Drancy en l'occurrence, quand il était jeune. Enfin, pas Drancy, mais la ville à côté, peu importe. Et ça s'appelait Je me suis bien plu ici. Et ben voilà, ça c'était du manuscrit et c'était formidable.
C'était comment les Français, comment on a adoré la banlieue à un moment, puis comment on en est reparti. Et comment elle a changé. Enfin, bon, bah et après, on a fait d'autres livres avec lui. Et lui, je considère que c'est un auteur important de plein jour maintenant. C'était 1973, l'été indien des 30 Glorieuses, un des derniers qu'on a fait avec lui. Très bien. On a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. D'accord. Voilà, préparez-vous, je vais la faire de suite. Il faut regarder où? C'est parti, c'est bon, c'est bon. J'ai une dernière question, Sybille, sur les livres de poche. Justement, ça, c'est une question qui est souvent importante pour les éditeurs. Vous avez l'habitude, vous n'avez pas de collection de poche encore chez Plein Jour. Est-ce que ça peut être à l'étude? Vous confiez les droits aux maisons d'édition poche généralement, puisque la plupart des livres sont adaptés en poche, il me semble, une grande partie. Quelques-uns, enfin pas mal, oui, une grande partie. Eh bien, écoutez, finalement, je suis en train de changer d'avis à ce sujet, et je pense que ce serait bien qu'on fasse du poche maintenant. Et je pense que ce serait bien qu'avec nos auteurs français, on les sorte en poche. J'ai eu une discussion avec une de mes amies éditrices, le premier parallèle, et elle fait ça, et je crois que c'est bien. Et maintenant, oui, ça permettrait de continuer à tisser le lien et de raffermir le catalogue. Et puis en plus, c'est des livres que j'aime, donc je vois vraiment pas pourquoi je ne ferais pas les poches moi-même. Mais faut voir un truc quand même, c'est que quand des petites maisons comme moi font du poche, sont plus chères que le poche. Vous voyez, ça sera difficile de faire du 8 €. Alors après, dans les maisons de livres d'histoire, etc., c'est toujours plus cher d'ailleurs que les romans, que les romans de poche littéraires aussi. Donc, Ouais. c'est logique, à mon sens, C'est le vrai? prix n'est pas le même. Oui, dans toutes les maisons, hein, que ce soit Perrin, Talandier Oui. et d'autres, sur les livres historiques, en tout cas, le prix des Oui, poches. mais alors ce serait bien. Bah écoutez, non mais je crois que vraiment là on va le faire. On ne pourra le faire qu'avec les auteurs français. Je pense pas que je pourrais le faire avec les traductions. Mais ce serait bien. En plus, ce serait amusant. Ça demanderait de réfléchir à une nouvelle charte graphique. C'est plutôt marrant. Eh bien, c'est parfait puisque je pense que la question de Sandra rejoint la charte graphique, le pont est tissé. Ah, Merci. Oui, ben, je voulais poser une question qu'on pose assez traditionnellement aux éditeurs qu'on reçoit. C'est par rapport à vos couvertures. Il y a quand même des couvertures qui sont assez frappantes, assez intenses. Je pense à celle du père, là, qui quasiment, elle toute seule, m'a fait commander le livre. Enfin, voilà, c'est le ouais. titre aussi. Et puis les enfants invisibles. Enfin, il y a Ouais. aussi des couvertures en négatif. Je trouvais que c'était aussi assez intéressant. Voilà, je voulais savoir comment vous travaillez vos couvertures, comment Alors, vous faites vos choix. bah écoutez, en fait, j'ai proposé à un ami d'enfance qui est devenu graphiste on n'avait pas ce type de couverture au début, et de refonder la charte graphique. Et moi, je suis très, très, très mauvaise sur la conception d'images. J'ai des idées, mais vagues. Et en fait, tout simplement, après quelques discussions, je sais voir ce que je n'aime pas. Et très vite, il m'a proposé ça. Et j'ai trouvé que c'était absolument formidable. Et en plus, pour le coup, on reconnaît Plein Jour. Avant, on ne reconnaissait pas assez. Et donc là, j'étais très contente. Et tout simplement, voilà. C'est un peu pareil, quoi. Je fais confiance. Philippe Lakitz, ouais. Et qui est vraiment un excellent graphiste. En effet, Merci de le dire, j'avais oublié de le dire. oui, il faut le nommer parce que les graphistes sont très importants et surtout Oui, celui-ci, en tout cas, il est singulier. je Donc, dois dire que quand il a amené le père un règlement de compte, c'est lui qui a gribouillé la photo. Et je me suis dit, il est vraiment très doué, quoi. C'est vraiment super.
Il l'est. Et si vous voulez tout savoir, Enfant invisible, c'est sa fille. C'est une photo négative de sa fille. Oui, c'est très fait. Sur un sujet de prostitution juvénile, c'est gonflé. Du coup, justement, il m'a dit « je suis embêté » et il a évidemment posé la question à sa fille et à sa mère. Enfin, à la mère de la fille, de cette petite fille. Et je crois que j'aurais jamais dû vous dire ça. Je crois que j'ai fait une putain de gaffe. Je suis désolée. Mais c'est pas grave. C'était surprenant, je ne m'attendais pas à ça. Donc, non, mais je crois que s'il vous plaît, ne le répétez pas. On coupera. Voilà, on coupe. Non, vous coupez pas, mais bon, c'est pas grave. Mais elle a grandi, elle va très bien, et maintenant, ça y est, elle passe le bac, c'est fini. C'était une vieille photo. Sybille, si personne n'a d'autres questions, je vous remercie infiniment pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Et je vous trouve vraiment particulièrement attachante et dans la façon dont vous exposez les choses, vous avez une humanité, une modernité et en même temps une sincérité qui vous est propre. Alors, véritablement, merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Voilà, vraiment merci, Sybille, et j'espère qu'on pourra organiser d'autres rencontres ensemble. Avec grand plaisir. Avec d'autres auteurs. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir à tous. Et merci encore. Merci, Sybille. Au revoir à tous.